S'il est bien un sujet délicat, sensible, pas sexy ni glamour pour un sou, en particulier quand on est coach en développement personnel et qu'on s'est donné pour mission d'accompagner ceux et celles qui le désirent à avoir une vie meilleure, plus agréable, plus épanouissante, eh bien, c'est les moments difficiles. Les moments où plus rien ne va. Où tu perds les pédales, où tu as perdu le nord, tu te demandes ce que tu fabriques là. Il suffit de regarder un petit peu sur Internet pour constater que la déprime de l'entrepreneur, c'est pas vraiment un sujet de tendance. Il est rarement évoqué en français et presque toujours au passé. C'est une jolie façon de transmettre le message qui consiste à dire « Ne te fie pas aux apparences. Moi aussi, je suis passé par là. Pour moi aussi, ça a été la merde. Moi aussi, j'ai failli abandonner. Mais si j'ai surmonté tout ça, tu peux y arriver aussi. » Le truc, c'est que on va faire exception à la règle. On va disséquer la déprime de l'entrepreneur ensemble, non pas en anglais et encore moins au passé. On va l'observer en face, en live. Et on va faire une étude de cas. À propos de quelqu'un que tu connais bien, puisque il est en face de toi. Oui, je suis en pleine déprime de l'entrepreneur. Et bordel, qu'est-ce que c'est pénible. Mais il y a de très intéressants enseignements à tirer de cela. Même quand on est en plein dedans. Surtout quand on est en plein dedans. Alors si le cœur t'en dit, c'est parti. Hey, quelle nouvelle mortadelle, c'est Jean-Phi ici. Ça fait trop longtemps et tu m'as vraiment manqué. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais lancer 2 avertissements. Premièrement, le sujet qui va être abordé, c'est la déprime de l'entrepreneur. Ce n'est pas du tout le sujet de la dépression. La dépression est une maladie grave, sérieuse, qui nécessite des soins médicaux appropriés. Ici, on va juste parler des gros coups de bambou que l'on peut connaître lorsqu'on est entrepreneur en marketing relationnel ou entrepreneur classique. Ceci est le fruit de mes opinions personnelles et certainement pas des conseils d'encadrement pour quelqu'un qui souffrirait réellement d'une dépression. Deuxièmement, cette vidéo n'a pas pour but de provoquer ta pitié. L'idée, c'est de transmettre un message simple, c'est que oui, même quand tout semble aller comme sur des roulettes, on peut avoir des gros moments sombres. Et je sais ce que j'ai, je ne suis pas plus à plaindre que ça. J'ai une femme, un petit garçon en pleine santé, un toit, de quoi me nourrir, de quoi me vêtir, tout va bien. Sauf que, en fait, ça va pas. Et c'est ça, la déprime de l'entrepreneur. Donc, on va disséquer le tout en affrontant la vérité. Et donc, tu vas certainement en apprendre sur ma vie privée. Je vais me dévoiler quelque peu. Et on va faire ça au travers de 4 chapitres, 4 thèmes. D'abord, on va aborder les symptômes, comment reconnaître la déprime de l'entrepreneur. Puis, on va remonter un cran en arrière pour déterminer ensemble les causes. Et donc là, forcément, en l'occurrence, je vais me dévoiler quelque peu, mais je suis pas extraordinaire. Nous sommes similaires et tu vas probablement te reconnaître. Ensuite, on va analyser les enseignements que l'on peut tirer et enfin les remèdes d'une certaine manière. Comment s'en sortir, d'accord ? On y va. Alors, un des premiers symptômes, c'est la fatigue. Une fatigue anormale. En fait, tu es fatigué, tu dors, mais tu te réveilles encore plus fatigué. Ou, tu es fatigué, tu veux dormir, mais tu n'y arrives pas. Regarde ma tronche.
j'ai pas actuellement la tronche d'un gars en super forme et qui est pas fatigué. Ça, c'est, à mon avis, un des premiers signes de la déprime de l'entrepreneur. C'est une grande, grande fatigue physique, mais surtout mentale. Et cette fatigue, elle va entraîner le deuxième symptôme. C'est la lenteur. Une extrême et pénible lenteur. Tout se met à devenir difficile. Tout se met à être lourd à faire. Et donc, t'as beau t'y attaquer, t'as beau vouloir, t'as beau savoir, ce qui normalement te prendrait quelques minutes peut prendre des heures, voire des jours. Par exemple, quand je tourne des vidéos, ça se fait généralement comme ça. Eh bien, ça n'a pas été le cas ici. Il a fallu s'y reprendre à plusieurs reprises. Et encore, et encore, et encore. Un des symptômes suivants, il est plus délicat à exprimer, mais c'est une anxiété anormale. C'est-à-dire, tu ressens plus d'inquiétude qu'en temps normal. On a tous nos inquiétudes. Hein. Est-ce que le petit va bien aller? Est-ce que mes clients vont apprécier? Est-ce que mon business va continuer, etc. C'est une forme d'anxiété avec laquelle on est amené à vivre. Mais là, quand tu es dans la déprime de l'entrepreneur, c'est une anxiété étouffante. C'est vraiment un sentiment presque d'angoisse, très désagréable. Après ça, il y a le pire. Enfin, les deux pires. C'est la procrastination. Alors là, on nage en pleine catastrophe. C'est, tu ne le sens pas, tu voudrais, mais tu sais que ça n'ira pas parce que tu es crevé, parce que tu es fatigué, parce que t'as pas envie, parce que, et donc, tu remets à plus tard. Et ce faisant, évidemment, tu ne fais qu'accumuler les problèmes et faire grandir la montagne, la pile de to-do, de choses que tu dois faire. Et alors, le deuxième pire dans les symptômes, c'est le doute. C'est normal d'être dans le doute quand on est entrepreneur. On a toujours le doute. Est-ce que mon rendez-vous va bien se passer? Est-ce que mon appel téléphonique va être concluant? Est-ce que mon prospect va devenir client? Est-ce qu'il va être heureux de sa commande? Est-ce que mon chiffre d'affaires va être suffisant? Est-ce que je vais pouvoir payer mes factures? Et si je fais comme ceci, une nouvelle approche, est-ce que ça va aller? Donc le doute, il fait partie de la vie d'un entrepreneur. Mais alors, quand on est en pleine déprime de l'entrepreneur, on se met à douter de tout, y compris de soi-même. Tu te mets à douter de toi-même. Et tu te poses des questions incroyables du style, est-ce que j'en suis vraiment capable? Est-ce que je ferais pas mieux d'arrêter? Est-ce que les gens apprécient ce que je fais? Est-ce que je suis suffisamment bon? Est-ce que c'est vraiment pour moi? N'ai-je pas fait une erreur? Ne devrais-je pas faire autrement? Faire autre chose? Et ce doute te ronge l'esprit. Et donc avec ces 5 symptômes, il y en a d'autres, mais fatigue, lenteur, anxiété, procrastination et doute, probablement tu es en train de faire une belle déprime de l'entrepreneur. Maintenant, on va essayer de déterminer ensemble les causes. Et là, on va parler d'un cas très personnel qui est le mien. Les causes sont multiples, ça ne sert à rien de nier la vérité, il faut regarder les choses en face. Alors, au niveau des causes, il y a 3 catégories. La première qu'on va aborder, c'est la cause principale, c'est celle qui provoque la bascule. En l'occurrence, c'est vraiment la faute à pas de chance. C'est un incendie qui a eu lieu le 13 avril. Et au moment de tourner cette vidéo, nous sommes le 8 août et rien n'est réparé. C'est toujours le bordel. On n'a toujours pas reçu l'indemnité qui nous a été confirmée par l'assurance. En fait, c'est la cause principale, c'est ce qui provoque la bascule parce que ça m'a obligé à m'arrêter pendant plusieurs semaines. J'ai pas pu travailler pendant plusieurs semaines. Et alors, on en vient aux causes professionnelles. Ça fait 3 ans que j'ai pas pris de vacances. Il y a eu des périodes longues durant lesquelles j'ai donné 80 heures par semaine. Cette période a été précédée par une période qui avait déjà été pénible physiquement parlant,
puisque elle succédait à la faillite d'une entreprise avec laquelle j'avais collaboré pendant 15 ans, et la faillite s'est produite au bout de quasiment 1 an et demi sans commission. Et donc, il a fallu aider beaucoup de gens, supporter beaucoup de stress, etc. Et puis ensuite, aider à la reconstruction d'une nouvelle entreprise. Et puis, faire le choix de tenter l'aventure ailleurs et à mon compte. Et justement, à mon compte, eh bien, la plupart du temps, je travaille seul. Dernièrement, j'avais été rejoint par David, Samuel, Giovanni. Giovanni, c'est juste temporaire. Il s'est occupé de la programmation du Sponsormatic. Samuel, il venait ici, au bureau. On travaillait énormément ensemble. Et puis ensuite, il a eu une belle proposition qui lui plaisait beaucoup. Et il pouvait mieux gagner sa vie. Donc, voilà. Il s'en est allé et c'est très bien pour lui. David, il avait été remplacé par Samuel. Et donc, me voici à nouveau totalement seul, avec quasiment 10 000 clients dont il faut s'occuper. Donc ça implique de grandes responsabilités, parce qu'il y a au-delà des 10 000 clients, il y a des dizaines de milliers, peut-être même plus, de contacts à entretenir avec des entreprises, avec des leaders, avec des distributeurs de tous bords, de plusieurs pays. Et donc tout ça dans une seule tête, ça devient pénible, ça devient difficile en tout cas à gérer. Au niveau des causes professionnelles aussi, il y a eu le lancement du Sponsormatic. D'abord, la préparation du Sponsormatic qui a été bien plus exigeante que ce que j'avais pu imaginer. Donc, ça a été vraiment beaucoup plus fatigant que prévu. Et il n'y a aucun regret par rapport à ça. Mais bon, voilà, c'est venu ajouter à la charge. Et puis ensuite, derrière, il y a eu Rising Star et la profession du siècle, dont c'est une erreur de ma part. J'ai annoncé la sortie de manière un petit peu trop prématurée. Enfin, il n'y avait rien de mal intentionné, évidemment. Je ne pouvais pas imaginer ce qui allait se passer ensuite. Alors, ça met une pression énorme. Et quand on réfléchit, près de 10 000 clients, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui suivent la page Facebook, la chaîne YouTube, qui communiquent avec moi, c'est des centaines de messages par jour, etc. Ça donne un grand pouvoir, ça donne de grands pouvoirs. Et comme disait l'oncle de Peter Parker, le héros de Spider-Man, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Et donc, parmi les causes professionnelles, il y a ces immenses responsabilités qui pèsent sur moi et qui accentuent la pression. Au pire des moments, évidemment, c'est quand ça ne va pas. Quand tout va bien, cette pression-là, tu t'en accommodes assez facilement, donc c'est pas le problème. Et avant tout cela, viennent les causes privées. Je suis fils d'ouvrier, petit-fils de mineur. Je viens d'une famille, tout ce qu'il y a de plus modeste. Et rien ne me prédestinait à vivre la vie qui est la mienne aujourd'hui. Et lorsque j'étais enfant, on ne peut pas dire que j'étais malheureux, mais j'ai été élevé de manière très stricte, très, très dure. Et j'ai beau avoir 43 ans, ça reste en moi. Et c'est quand ça va mal que ça revient. Quand tout va bien, évidemment, tu vis facilement avec. C'est comme la pression qu'on vient d'évoquer. Finalement, c'est la rançon de la gloire. Mais quand tu es dans le dur, cette rançon de la gloire, elle pèse encore plus lourd. Et voilà, rien que pour parler par exemple, de comment ma mère fonctionnait, eh bien, ma mère, elle avait la main légère, la savate légère. Elle me frappait très, très, très régulièrement. Et elle a brisé ma confiance en moi. Je suis pas sûr de moi de nature. Ça peut sembler incroyable, mais je suis pas sûr de moi. Parce que j'ai été éduqué à coup de t'es bon à rien, tu ne réussiras jamais, tu n'es qu'une pourriture, un fainéant. Alors, le pire, c'est de nouveau ma mère. Quand j'ai 8-9 ans, elle me dit, la bave aux lèvres, toi, je ne t'ai pas accouché, je t'ai chié. Imagine ma tronche à cet âge-là. Peu importe l'âge, tu me diras, mais bon. Alors, le fait d'être devenu papa, bien, ça a peut-être remué tous ces souvenirs, et c'est émouvant d'en parler, même encore maintenant. Après, bon, voilà, j'ai aussi eu 40 ans, peut-être que c'est un cap psychologique. Je suis devenu papa la même année, avec tout ce que ça sous-entend de bien et de moins bien, ce qui est évidemment indescriptible au niveau de la joie. C'est le plaisir que me procure le fait d'être le papa d'Arthur, de voir
ce petit être qui me ressemble tant et qui il me donne déjà du fil à retordre. Mais en même temps, j'ai un peu perdu ma femme. En tout cas, j'ai disparu du champ de vision de ma femme. On en a parlé, c'est pas... Voilà, c'est pas un secret, mais c'est pas facile à vivre. Tu vis ta vie à deux, et puis voilà, et puis d'un coup, avant même que le petit bout soit là, tu perds ton importance. Et quand on garde en soi cet enfant peu sûr de lui, c'est le moins qu'on puisse dire, cet enfant que l'on frappait et que l'on ramenait à moins que rien, ben quand tu perds un petit peu ta femme comme ça, quand tu sens que tu as un manque de reconnaissance incroyable. Et donc tout ça mis ensemble, la bascule, la pitchonnette, l'incendie, tout ce qui a précédé au niveau professionnel, tout ce qui a précédé au niveau privé, eh bien, c'est le cocktail parfait pour à un moment donné être complètement dans le dur. Et ce qui s'est passé avec l'incendie, c'est comme j'ai été forcé d'arrêter de travailler, j'ai perdu le rythme. Il y a mon corps qui a dit « Ah ben voilà, on a une respiration, on va en profiter. » Et brrr, toute la tension est retombée. Et ensuite, derrière, pour redémarrer, c'est extrêmement difficile. Et tu connaîtras ça, ou tu as déjà connu ça, et tu le connaîtras à nouveau. Tout ça, non pas pour m'épancher sur la place publique, mais juste pour expliquer que nous sommes tous très semblables. On peut tous trouver des tas de raisons et des tas d'explications à un gros coup de bambou, à un gros coup de déprime. Et là, clairement, il y a encore très peu, j'étais dans le flou le plus total. Je me demandais ce que je foutais là, littéralement. À quoi bon? À quoi bon forcer? À quoi bon continuer? C'est le genre de pensée qui flottait dans mon esprit. Et puis, j'ai pris un petit peu de recul et j'ai découvert les enseignements. Le premier enseignement qui te permet de lâcher ton sac de briques et de vraiment repartir de l'avant, c'est que tu es pleinement responsable. Si tu réfléchis par rapport à tout ce que tu as entendu, il y a un paramètre pour lequel je n'avais pas de maîtrise, c'est l'incendie. Évidemment, forcément, ça, je n'en peux rien. Il y a une entreprise de toiture qui est intervenue sur le toit à côté, qui a refait une étanchéité et malheureusement, qui a bouté le feu à mon habitation. Bon, ça, c'est la faute à pas de chance. Pour tout le reste, je suis responsable. J'ai pris les décisions ou j'ai choisi de ne pas prendre de décision. Par exemple, même par rapport à ma femme, on pourrait croire que je lui ai fait un grand reproche, mais on en a discuté aussi. En fait, je ne lui en veux pas du tout, parce que je suis celui qui est allé la chercher. J'ai été la draguer. J'ai voulu que ça devienne la mère de mon fils. Et donc, je suis le principal responsable. Cet enseignement par rapport à la responsabilité, il facilite les choses. C'est pas facile à prendre comme résolution de dire je suis pleinement responsable, mais c'est probablement la première et la meilleure des choses à faire. C'est de prendre l'entière responsabilité. Et même si il y a dans un coin de ta tête une petite voix qui te dit « Ouais, mais quand même, tu sais, il y a eu ça, tu avais pris la bonne décision, etc. » D'accord. Mais je suis responsable de ce que je fais, par exemple, du passé. Il y a un autre exemple, celui de ma mère. Évidemment que je ne porte pas ma mère dans mon cœur et que j'ai de la tristesse pour elle. C'était une femme malheureuse, à tous les coups. Mais je suis un homme de 43 ans. Je n'ai pas à souffrir encore de ce qui s'est passé de mes premiers jours à 18-20 ans. Je n'ai pas à souffrir de ça. Je peux très bien dire « Ok, c'est comme ça ». Et ma responsabilité aujourd'hui, c'est de vivre avec et de vivre en fonction de faire le nécessaire. Je n'ai pas à avoir honte de m'être sorti du milieu dans lequel j'étais.
Je n'ai pas à m'inquiéter du fait qu'elle m'a dit, ou des gens m'ont dit, que je ne pouvais pas réussir, que j'étais une pourriture, que j'étais un bon à rien, etc. J'ai des tas de preuves qui démontrent le contraire. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est juste de la pleine conscience. Savoir aussi regarder les faits tels qu'ils sont. Si ma mère avait eu raison, jamais j'aurais été en mesure de parler comme ça, de te parler en ce moment. Donc, à tous les coups, elle a eu tort. Et de la même manière, l'enseignement pour toi, c'est que tu pourras toujours trouver des excuses, tu pourras toujours trouver des coupables. C'est probablement ce qu'il y a de plus facile, c'est ce qu'il y a de plus humain. Mais, derrière, le grand enseignement de tout ça, c'est que tu es responsable aussi, en très très grande partie. Et idéalement, mais ça, il faut être quasiment aussi grand qu'un sage, il faut prendre la responsabilité complète et totale. Deuxième enseignement, c'est que malgré ta soif de réussite, malgré ton envie de gravir les échelons de la vie, les échelons de l'échelle sociale, eh bien, malgré tout ça, il faut absolument prévoir du temps pour toi. Il faut garder du temps pour faire ce que tu aimes faire, pour te déconnecter. J'ai fait l'erreur de ne pas me déconnecter réellement pendant des années. Et c'est d'ailleurs un peu étonnant qu'il ait fallu tout ce temps pour que j'en paye un peu le prix. Et donc, deuxième enseignement, prendre du temps pour toi, c'est vital. Et alors, un autre très bel enseignement, c'est lorsque tu te retrouves à te dire « mais qu'est-ce que je fabrique? Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je continue? Je ferais mieux d'abandonner, je serais plus tranquille. » C'est par exemple un truc que je me suis dit. Je me suis dit, avec ton expérience, il suffit de te renseigner auprès d'une entreprise qui est dans le développement personnel ou le marketing relationnel, de t'adresser au directeur des ressources humaines, tu ne devrais pas avoir trop de mal à trouver un job. Pas de problème. Oui, mais ça, c'est tomber pour moi dans la facilité. C'est dire, je laisse tomber le challenge que je m'étais lancé. Et c'est là que je me suis souvenu de la vision. Pourquoi tu t'es lancé? Quelles étaient les motivations? Quels étaient les espoirs que tu nourrissais quand tu t'es lancé? Alors, je ne sais pas toi. Toi, tu as peut-être besoin de régler des dettes. Tu as peut-être envie de prouver au monde que tu vaux mieux que ce qu'on a toujours dit de toi. Tu as peut-être des défis, des rêves plein la tête. Tu désires peut-être, sans doute, atteindre l'indépendance financière. Tu désires t'émanciper, montrer l'exemple, mettre ta famille dans les conditions les plus fantastiques qui soient. Eh bien, pour t'aider à cela, à traverser les moments difficiles, il faut avoir une vision à très long terme, à très très long terme, et probablement une vision utopique. Alors je sais, on est en 2018 et c'est une époque de réalisme. Il faut être réaliste, on l'entend tout le temps et à toutes les sauces. Sauf que si nous avions été réalistes, jamais nous n'aurions posé le pied sur la Lune. Jamais nous oserions envisager de faire de même avec Mars. Jamais nous n'aurions eu les technologies et le luxe qui nous entourent. Si nous n'avions pas eu cette incroyable vision à long terme, cette volonté de nous émanciper de tous nos problèmes en tant qu'espèce. Et la raison pour laquelle je me suis lancé comme coach en marketing relationnel, c'est parce que j'ai la vision d'un monde au sein duquel le marketing relationnel est reconnu comme une profession à part entière, une profession qui mérite le respect. Mieux que ça, un monde au sein duquel le marketing relationnel est une évidence pour celles et ceux qui veulent se lancer comme auto-entrepreneurs. Je vois un monde où la moitié de nos concitoyens ont une expérience positive dans le marketing relationnel. Je vois un monde au sein duquel plus de 90% des gens qui se lancent dans le marketing relationnel
gagnent de l'argent, sont épanouis, s'inscrivent sur le long terme. Et je vois un monde au sein duquel plus de la moitié des acteurs dans le marketing relationnel peuvent en vivre à temps plein. Et aujourd'hui, contrairement à ce qu'il pourrait sembler de prime abord, on est très très loin de cela. On est à des années-lumière. Alors maintenant vient la question. Et quelles sont les solutions ? Première solution, faire des choix et une chose à la fois. Tu ne peux pas changer le monde, tu ne peux pas sauver le monde. Et donc, il va falloir fonctionner par ordre de priorité. Et pour ça, rien de plus simple. Il suffit de faire des listes. Tu t'isoles, tu réfléchis, tu es au calme, tu prends une feuille de papier, un stylo, et tu écris et tu décris tout ce que tu as à faire, tout ce qui est devant toi. Et ensuite, tu classes cela par ordre de priorité. Tu n'es pas obligé de faire ça en 15 minutes ou une demi-heure. Tu peux prendre plus de temps pour cela, pour être sûr d'avoir tout bien appréhendé. Mais l'idéal, c'est de vraiment faire des listes et de numéroter. Et ensuite, tu attaques le premier point. Et une fois qu'il est terminé, tu attaques le second point. Une fois qu'il est terminé, tu attaques le troisième point, et ainsi de suite. Deuxième solution, garder l'espoir. Ne jamais, jamais, jamais t'avouer vaincu. Jamais. Il faut être têtu pour réussir. Il faut être borné pour faire ce que d'autres n'ont pas encore fait. Il faut être un peu fou. Et surtout, il faut avoir peur de l'échec. Il y a une image que je garde toujours en tête, c'est celle d'un mineur qui a travaillé dur avec sa pioche et qui finalement abandonne alors qu'il est à ça de tomber sur la mine de diamants. Et vraiment, s'il faut répéter une chose, c'est celle-là. C'est que on ne peut pas abandonner si on a une grande vision, une immense vision. Donc, une chose à la fois, par ordre de priorité, en faisant des listes. 2, ne jamais abandonner en ayant cette fameuse vision qui est là, qui est dans tes mains, que tu peux visualiser, c'est pas encore réel, le monde n'existe pas sous cette forme, mais tu vois parfaitement. Ensuite, en troisième, c'est se tourner vers les autres. C'est ce que je fais là maintenant. Je me tourne vers toi, pour que toi aussi tu puisses te tourner vers moi, pour que toi aussi tu puisses te tourner vers tes amis, tes proches. Se tourner vers les autres, c'est une des meilleures choses à faire, une des meilleures solutions quand on traverse une déprime de l'entrepreneur. Parce qu'évidemment que le premier réflexe que l'on a, en tout cas si tu me ressembles, c'est de se recroqueviller, c'est de faire l'ours et d'aller tout au fond de ta tanière. C'est le contraire qu'il faut faire. J'ai fait l'erreur, là, sur les dernières semaines, derniers mois, je me suis renfermé sur moi-même. Grande erreur. Grande erreur. Il faut se tourner vers le monde. Il faut parler avec les gens, partager avec eux, s'intéresser à eux. Souviens-toi, je suis l'inventeur du principe de philosophie de vie. Vérité, ingéniosité, empathie. Empathie. C'est se tourner vers les autres. C'est être ensemble, parce que tu n'es jamais réellement seul. Et donc du coup, derrière, tu formes une communauté de pairs. Quatrième solution, former une communauté d'hommes et de femmes qui pensent comme toi, qui voient comme toi, qui adhèrent à ta vision. Et bien entendu que tu auras encore des hauts et des bas, et des très hauts et des très bas, évidemment. Mais ce sera beaucoup, beaucoup plus simple de traverser les moments de déprime lorsque tu seras entouré d'une communauté. Alors on arrive à la fin de cette vidéo, elle a été un peu longue, j'espère que ça en valait la peine. Et j'ai une question pour toi, avant de te quitter. Est-ce que tu aimes ma vision du MLM ? Est-ce que tu aimes la manière avec laquelle je vois le monde ? Un monde au sein duquel le marketing relationnel est une profession reconnue, qui a vraiment gagné ses lettres de noblesse. Si oui,
reste avec moi. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, abonne-toi à ma page Facebook, abonne-toi sur mon site jeanphi.com. Reste avec moi, parce que voici ce qui va se passer. Je vais d'abord travailler par ordre de priorité. Et d'un point de vue professionnel, il y en a 2 plus importantes que toutes les autres. 1, c'est réussir à faire publier la profession du siècle. Je viens d'être beaucoup trop perfectionniste. Évidemment, je veux que ce livre soit un grand classique, et ça deviendra un grand classique, mais là, je viens de me torturer inutilement. Donc, le bébé va naître. En 1, il faut faire naître la profession du siècle. En 2, Rising Star, le fameux programme qui est le plus grand programme que j'aurais jamais réalisé, le plus concret et celui qui sera le plus rentable pour ses utilisateurs. C'est comment transformer un parfait débutant en étoile montante en à peine 90 jours. Malheureusement, je n'ai pas pu faire ça dans les derniers temps. J'ai essayé, mais avec une tronche de cake comme j'avais, c'était pas possible de faire un programme vidéo. Maintenant que les choses vont mieux, on voit déjà, à mon avis, sur mon visage au cours de cette vidéo, que je repars de l'avant. Eh bien, ce sont mes 2 priorités. La profession du siècle, Rising Star, date butoir, mi-septembre. Et après ça, toi et moi, ainsi que des milliers d'autres, nous allons commencer le grand chamboulement. On va ensemble, faire en sorte de faire grandir le marketing relationnel. Parce que si nous avons une réputation qui n'est pas encore des plus optimales, si nous-mêmes, en tant que profession, nous sommes dans une déprime de l'entrepreneur en marketing relationnel, si nous-mêmes nous sommes encore pointés du doigt et moqués et que les gens sont incrédules face à nous, eh bien, nous devons en prendre la pleine responsabilité. Et si tu es d'accord, je te propose que nous prenions cette responsabilité de manière collective, chacun à notre niveau, mais tous ensemble pour être plus forts. C'était Jean-Phi, ton coach en marketing relationnel. À bientôt.